Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oui, tentative de passage de Breuil, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'était prévisible. C'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. C'est là où il y va. Et il passe. Et il se touche. Et il s'accroche. Oh, merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Lando, this is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Tough time never left. Only tough people left. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Alors vous l'aurez entendu, il y a eu des petits ajouts au générique. On va en parler avec nos invités prestigieux de cette émission. En tout cas, un énorme merci à tous pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Alors vous l'aurez bien évidemment noté, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. J'étais un petit peu malade, j'ai un peu mal vécu la phase aiguë de la canicule. J'étais malade, on n'a pas pu faire l'émission du Grand Prix d'Autriche qui lui a eu lieu quand même. Donc voilà, et donc on est de retour. Et je voulais aussi rappeler que chez Barbecue Sport Club, si on fait des émissions, c'est d'abord pour passer un bon moment ensemble en fait, et qu'il faut pas hésiter à nous contacter. Si vous avez envie de participer, si vous sentez, c'est pas grave si vous vous sentez pas assez expert ou voire même trop expert pour participer, on vous accueille quand même. Voilà. En tout cas, ça y est, on se retrouve autour d'un thé à Silverstone suite à ce Grand Prix de ce week-end. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ce week-end ? On a pu voir une victoire surprise de Charles Leclerc. Qui a enfin remporté un Grand Prix, sa première victoire depuis quasiment 2 ans. Et donc on a bien un retour de Ferrari quand même aux avant-postes, puisque même pour eux c'était difficile. Il y a eu cette victoire d'Hamilton, maintenant cette victoire de Leclerc. Donc ça sent bon du côté de la Scuderia. Et puis on a vu aussi par exemple Antonelli frappé encore une fois par le sort. Ça fait pas mal d'abandons là. Il commence à... Alors, il est toujours aussi pertinent, mais il commence à perdre pas mal de points, que ce soit contre Hamilton, contre Leclerc, et surtout contre son coéquipier Russell, qui avait gagné en Autriche. Donc voilà. Et puis, on a pu aussi voir, par exemple, une bonne, comme on est chez Barbecue Sport Club, une bonne merguez de la FIA, avec ce vrai faux arrêt de la voiture de sécurité dans l'avant-dernier tour. C'était un peu frustrant. On va parler de tout ça et de bien d'autres choses. Et on retrouve les consultants que le monde entier nous envie. J'ai bien entendu, je vais parler de Lance Stroll. Alors j'avais dit le Cristiano Ronaldo du Barbecue Sport Club la dernière fois. Alors c'est pas vraiment lui rendre hommage finalement, on va dire Michael au lycée. C'est ça, c'est mieux non, Lance? Oui, c'est mieux. C'est une belle mise en avant, Michael. Surtout qu'en plus, c'est toujours bon de faire la nique aux Anglais. Donc, vu qu'il aurait normalement dû être plutôt du côté de l'Angleterre. D'ailleurs, les suiveurs anglais se délecteraient d'un Jude Bellingham en meneur de jeu avec un Michael Olise côté droit qui servirait son collègue du Bayern München, Mr. Harry Kane. Donc et non, il est chez nous. Donc, c'est déjà une bonne raison pour être champion du monde. Mmh. Voilà. Ok. Et puis, avec nous aussi, Takuma Sado, on va dire le Upamecano de Barbecue F1. C'est bien aussi? Solide? Bon, écoute, solidité défensive, je ne laisse rien passer. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. C'est le plus important. Prenez soin de vous. C'est très important. Ok. En espérant que Jacques Lafritte ne soit pas le... D'ailleurs, tu serais qui, Jacques, toi, sur cette équipe de France? Je serais qui? Je sais pas. J'aime bien. Alors, ça va vous surprendre, mais j'ai un petit fait pour Malo Gusto parce qu'en fait, c'est le cousin d'un pote à moi.
Donc ça me fait toujours marrer de le suivre, et puis sachant qu'il joue quand même, on voit on peut voir ce que ça donne. Alors après Koundé, au final, pour l'instant il fait une bonne Coupe du Monde, donc il n'y a pas forcément de raison de changer tout, même si on verra. Et après, c'est vrai que j'aime bien Mbappé, j'ai toujours bien aimé, mais bon, ce serait prétentieux de ma part de dire Mbappé. Mais bon, après, on les sent puissants globalement. Allez, on va dire. Je vais pas non plus dire Didier Deschamps. Tu es le Adrien Rabiot de ce podcast, une force tranquille qui régule tout. Le Duc. Ouais, alors Chouameni, je sais pas, mais le Duc, j'ai un maillot de Rabiot du PSG d'ailleurs, souvenir d'une victoire sur mon petit gazon il y a très 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 longtemps. Donc voilà, ça me dérange pas. Après, je pense qu'il a des choix de carrière un peu discutables, et puis il a eu peut-être, je sais pas. Entourage un peu discutable. Un entourage un peu discutable, et puis c'est con ce qui lui arrivait à l'Olympique de Marseille, parce que c'était bien, c'était un peu le leader de l'équipe, alors contre toute attente, hein, mais ça prenait bonne tournure. Et puis crack boom mais après c'est l'OM aussi, hein, peut-être. D'aucuns diraient que, connaissant justement l'entourage du monsieur, c'était une bonne raison pour s'échapper gratuitement et perpétrer justement ce qui fait la caractéristique de notre Adri national, c'est qu'il n'a jamais eu une indemnité de transfert pour les clubs qui le possédaient. Bon, on est tout de suite dans la technique. Alors la technique, normalement chez Barbecue F1, c'est plutôt la technique des voitures, des 4 roues qui vont vite. On était sur du foot, mais c'est bien, on peut justement se permettre de digresser. Je sais pas si on va parler du bracelet électronique de Marine Le Pen par exemple, mais pourquoi pas à l'occasion. Mais je suis pas sûr que ça nous passionne énormément, même si c'est quand même un petit peu important. Je vais poser tout de suite la question. Lens, on sait toujours un peu sur ces dernières saisons, on avait dit qu'on avait été très très patient, ou que la F1 était patiente avec Charles Leclerc. On avait dit que la venue d'Hamilton, c'était à la fois peut-être l'occasion pour Charles Leclerc d'apprendre le petit quelque chose qui lui manquait pour être un possible champion du monde. Ça a été compliqué sur cette saison pour l'instant, avec la montée en puissance d'Hamilton. Est-ce que comment t'as vécu ce Grand Prix d'Angleterre, où Charles Leclerc est pas forcément non plus, ça fait pas partie de tes circuits préférés, et pour autant victoire. Alors oui, il y a un coup du sort, mais solide quand même. Oui, et en fait, à l'arrivée, bon, vous savez que je suis pas le plus grand fan de notre ami Charles, donc, mais pour le coup, il y avait quand même pas mal de grands prix qu'il aurait dû gagner, et que par des soucis mécaniques, des petites erreurs par-ci par-là, il a raté le coche. Stratégie un petit peu. Les stratégies un peu merguez. Pour revenir sur le générique, de Ferrari. Pour les gens qui connaissent vraiment les choses de manière approfondie, on entend un cri dans le générique, et c'est un cri de Charles Leclerc à Monaco, quand ils avaient oublié de préparer les pneus pour son arrêt, je crois, si mon souvenir est bon. Voilà, donc avec Mattia Binotto à l'époque. Donc c'est pour ça, c'est que là finalement il profite de l'anomalie, de l'avarie au niveau, c'est quoi? C'est un morceau d'écope de frein qui empêche finalement Antonelli d'avancer. Ils enlèvent, après ils s'arrêtent au stand, ils l'enlèvent, mais finalement la voiture a quand même du mal à tourner. Donc est-ce qu'avec tout ça, ça n'a pas endommagé un peu la direction, les suspensions, un petit peu tout? Alors qu'il était en train de revenir sur lui, il lui reprenait une seconde, quasiment une seconde au tour. Il restait vraiment peu de temps, peu de tours avant qu'il le rejoigne. Et vu le différentiel et des pneus, parce que ça on pourra en parler pendant très longtemps, je me suis posé la question, mais que foutait Mercedes au niveau de la stratégie à ne pas arrêter Kimi, alors qu'il perdait du temps, il allait se faire undercuter par tout le monde, et c'est ce qui finalement est arrivé. Et avec cette stratégie et les pneus frais, il revenait grandement sur Charles. Il allait le sauter sans aucun problème. Et là, avarie. Donc pour une fois que ça tourne en sa faveur, on dire qu'on ne pouvait, on était obligé de faire l'émission, parce qu'une victoire de Leclerc, pour moi, c'est obligatoirement une victoire surprise. Donc ça va pas beaucoup plus loin. Hache de guerre mais n'est pas enterrée. non, mais bon, après, justement, quand on regarde Kimi Antonelli qui
qui lui se bat même pour essayer de récupérer un point. On lui dit, bah allez Kimi, rentre la voiture dans le paddock. Bah ça tranche un peu avec un Charles souvent larmoyant à son volant en se plaignant de, de de tout et de rien, de la voiture c'est nul, et de lui il fait des erreurs. Bon. Donc en tout cas, il a profité finalement d'une belle évolution de Ferrari. Il profite du fait que Hamilton ait mis un peu un bon coup de pied dans la manière de faire de chez Ferrari, en leur disant vos freins à la con, j'en veux pas, ramenez-moi les freins que je veux. Bon bah finalement Charles il fait oui moi je veux bien aussi. Il profite aussi du fait que ouais Hamilton oui le simulateur c'est de la merde, il faut faire l'exact opposé de ce qu'on fait en simulateur. Oui bon ok je vais faire un peu la même chose. Et finalement bah oui il commence à aller sur les mêmes traces qu'Hamilton pour gérer cette voiture. Et après sur le reste du week-end donc il en a profité et il a vraiment performé. Donc un grand chapeau à Charles dessus parce que surtout le début de course, il est parfait. Enfin, sur tout ce qu'il fait sur cette course, c'est la perfection. Il peut pas mieux faire. Donc après, oui, on l'a dit, ça tourne en sa faveur avec l'avarie d'Antonelli, mais derrière, il fait tout bien. Il y aura peut-être à redire sur la stratégie d'arrêter à nouveau Hamilton avec la safety car à la fin. Là, c'est pareil, il profite de l'atermoiement du problème logiciel de la FIA qui fait que ça devait reprendre, mais ça reprend pas, et donc ça finit sous safety car parce que quid de Russell s'il avait dû se battre contre lui, ce qui d'ailleurs a fait sourire un petit peu Toto Wolff en disant que lui, il aurait bien aimé il y a quelques années que le Grand Prix termine sous safety car et on aurait un Britannique avec 8 titres de champion du monde. Donc c'est un peu tout cumulé, donc c'était assez intéressant, mais en tout cas bravo à Charles parce que il a été la chercher quand même cette victoire. Okay. Et ça y a rien à dire. Ouais. Alors après il se murmure que le prince de Monaco serait intervenu quand même pour cette histoire de problème informatique. Comment toi tu vois la situation? Comment est-ce que toi aussi tu vas faire semblant d'imiter la voix de Charles Leclerc pour te moquer un peu de lui, ou est-ce que tu respectes la performance? Et puis après pour Ferrari, c'est aussi, on l'a dit, c'est difficile une écurie où il y a qu'un pilote. Là ils sont tous les deux plutôt bien. Hamilton toujours pertinent, performant, même si là il y a eu un problème au départ qui a fait que ça lui a coûté 5 secondes de pénalité. Mais en tout cas Ferrari aussi, quelque chose à noter, c'est qu'ils apportent des évolutions, ils apportent fréquemment des évolutions. Tellement bien que Toto Wolff commence à dire qu'il y a un truc qui va pas tellement il développe. Il y a aussi quelque chose qui a pas été dit par Lens, c'est que avant la sprint ou après la sprint, je sais plus, où Charles Leclerc dit qu'il a trouvé quelque chose qui va le mettre en place et que c'est peut-être un déclic et qu'il espère que ça va lui permettre de faire mieux, et il fait une super qualif. Et derrière, il fait une très belle course puisqu'il gagne. Donc oui. Et donc, il s'est pas épanché sur ce que c'était. On sait pas encore si c'est un réglage vraiment où lui se sent confiance, si c'est un déclic mental qui lui permet de se débrider entre guillemets. On sait pas si c'est des discussions internes. On saura pas. Peut-être qu'à un moment on en apprendra un peu plus. Est-ce que c'est une pièce qui fait que sa voiture est performante? On sait pas. Mais ça a été le premier à dire qu'il avait trouvé quelque chose et qu'il était confiant que ça lui apporte du positif, et sur ce week-end ça l'est. Après, je pense que, alors c'est évidemment facile de dire qu'ils auraient pas dû faire arrêter Lewis Hamilton et machin, mais je peux pas en vouloir à Ferrari de jouer la sécurité en se disant bon, Leclerc s'arrête, il avait l'écart, ok. Hamilton, si tu le fais pas s'arrêter et qu'il reste, comme je pense que Ferrari avait prévu, un tour, si t'arrêtes pas Hamilton et qu'il se retrouve 8e parce que ça s'est arrêté derrière et tout, on dit mais pourquoi ils l'ont pas fait s'arrêter, c'est un scandale, ils privilégient Leclerc, c'est une honte, machin. Ils peuvent faire un double stack, et je pense que dans leur plan, ils se disent bon, on arrête, on a les pneus frais. Si Russell s'arrête, au moins on assure. S'il s'arrête pas, il restera un tour, et à la relance,
les pneus frais plus la performance, ça suffit pour reprendre la place qu'on perd. Je pense que c'était ça le calcul. J'ai du mal à leur en vouloir là-dessus parce qu'en plus, il aurait dû avoir ce tour final. Est arrivé ce qui est arrivé avec ce micmac de la FIA qui est quand même assez prodigieux de la part d'une des plus grosses institutions de sport automobile du monde, si ce n'est de la plus grosse, de faire des erreurs comme ça. Je trouve que c'est quand même assez catastrophique. Néanmoins, Ferrari, mais c'est quelque chose qu'on dit depuis le début. Ça parle moins et ça travaille. Et on le voit. Ils travaillent et ils travaillent bien. Ils ont fait une voiture qu'ils comprennent. Et donc, quand tu comprends ta voiture, tu sais ce que tu peux faire pour l'améliorer. Et on voit que ça apporte des choses, etc. Et bizarrement, ça parle déjà d'annuler l'aileron Macarena pour la saison prochaine. Hein. Bizarrement, c'est quand même... bon. Après, c'est des discussions de ça qui sortent ça et là, à voir si vraiment ils l'interdiront, parce que je vois pas qu'est-ce que ça enfreint comme règle, mais bref. Donc oui, Ferrari est bien. Et la Ferrari, elle a l'air d'être quand même plus solide que la Ferrari pour le moment. Que la Mercedes, tu veux dire. Que la Mercedes, pardon. La Ferrari est plus solide que la Mercedes. La Mercedes, ça fait Anthony, ça fait 2 fois qu'on le voit récemment avec des problèmes et des problèmes différents en plus. Donc à voir. Le moteur a l'air d'être fiable du côté de Ferrari en plus. Ouais. Là où le moteur Mercedes, on a eu sur d'autres voitures aussi des moments de faiblesse. Donc la saison est encore longue. On en est à peine au premier tiers, si je dis pas de bêtises. Donc il reste. On est presque à la moitié, là. Oui, c'est vrai qu'il y en a que 22. Donc oui, dans 2 grands prix, on a la moitié. Ok, je me dis qu'on aura quelques grands prix à la fin en plus. Oui, ça discute d'un retour des grands prix du golf. Je serais pas surpris. Mais oui, on arrive à la moitié. Alors Leclerc est un peu loin pour le moment, mais Hamilton, il est qu'à 30 points. Et on voit là, Antonelli, il suffit qu'un autre abandon arrive puisque la Mercedes a montré des signes. Hamilton l'emporte à Spa, par exemple, ça fait plus 25. Et il revient à 15 points, et etc. Ça va mettre une pression sur Mercedes qui, je pense, se voyait beau après le début de saison. Et on peut pas leur en vouloir parce qu'ils étaient quand même... 5 victoires d'Antonelli, tu peux te voir beau. Hein. 5 victoires d'Antonelli et 1 victoire de Russell. Et Antonelli fait 2. Donc tu te dis... Bon, normalement, on cruise contrôle. Et finalement, il y a des petits trucs. Donc, la saison n'est pas terminée et ça fait plaisir, en vrai, parce qu'on va avoir une lutte potentiellement à 4. Et ça, c'est quand même plaisant. Ouais, complètement. Alors, je vais reprendre les comptes. Alors, on parlait peut-être du constructeur. On a Mercedes qui est devant avec 333 points, tandis que Ferrari, ils sont en 2e position avec 255 points. Donc, il y a quand même un écart de 80 points, 78. C'est quand même quelque chose. 3e position, McLaren avec 179. On va dire qu'il y a un écart équivalent entre McLaren, Ferrari qu'entre Ferrari et Mercedes. Et on a encore derrière Red Bull avec 128 points. Donc on a 50 points déjà de McLaren. Et derrière c'est Alpine 5e, 60 points. Racing Bull est revenu à 59. Puis après derrière c'est Haas, Williams, Audi et puis bon Aston Martin qui a marqué un point quand même et Cadillac 0. À noter. Donc ça c'est le point constructeur. Donc il y a quand même un écart qui est encore assez substantiel, même si voilà, on a un être bon de Ferrari qui marque des points, les sujets de fiabilité de Mercedes, beaucoup de grands prix qui restent, donc on sait pas ce que ça peut donner. Question pilote. Antonelli qui était largement devant avec ses histoires d'abandon, Russell mine de rien, alors que on s'est dit il est revenu. En fait, ça a été encore un week-end compliqué pour lui, même s'il finit en 2e position. Il est quand même bien aidé il est bien aidé, mais bon, comme l'a pas dit Lens, la roue tourne. Peut-être elle a tourné. Hein. En tout cas, Russell, il est à 154 points contre 179 pour Antonelli. Donc il y a 25 points d'écart, c'est juste une victoire. Hein. Franchement, l'écart, il est absolument pas rédhibitoire. Il y a quand même 5 victoires pour Antonelli. 2 pour Russell, et puis ensuite en 3e position c'est Hamilton qui n'est qu'à 7 points de Russell, donc c'est pareil, hein, on a dit 30 points environ, c'est complètement dans la course, hein. On a vu des choses encore plus incroyables, largement plus incroyables l'année dernière avec beaucoup moins de grands prix qui restaient, et puis on a 39 points d'écart entre Leclerc et Hamilton. À noter qu'Adjar il est en 8e position avec 52 points, 24 points derrière son coéquipier champion du monde Maxou Verstappen.
On parlera d'eux un peu plus tard dans l'émission. Moi, j'avais juste une question assez simple. Hein. Est-ce que actuellement Mercedes a encore un petit peu l'avantage, ou encore l'avantage au niveau de la voiture, ou est-ce que ça y est, c'est kiff bourricot avec Ferrari? On a quand même l'impression que les Mercedes, elles sont mieux, mais elles ont un sujet de fiabilité que n'a pas Ferrari. Lens, est-ce que tu partages mon avis de... Ouais, alors après, c'est bien sûr si on met des scies, hein, les scies, on sait que ça sert surtout à couper du bois, mais si les Mercedes n'ont aucun problème dans un week-end, elles font 1 et 2. Sauf que, en ce moment, elles ont des problèmes tous les week-ends, ce qui fait que cette Ferrari, dont on sait, on avait dit, et ça se confirme, qu'elle a le meilleur châssis, sans aucun problème, et donc avec de la fiabilité, et donc que ce moteur, certes moins puissant, donc avec peut-être un petit défaut de vitesse de pointe, en tout cas au niveau du moteur thermique, il manque quelques chevaux pour entraîner les belles rouges, mais si tu gagnes en puissance, ce qui normalement sur un moteur thermique est assez faisable, oui, tu peux te rapprocher. Par contre, si Mercedes règle ses problèmes de fiabilité, j'ai bien peur qu'elle pourrait mettre un éclat. Parce que c'est vrai que là, tu as donné les 4, finalement, quand on regarde les 4, 5, 6 premiers au classement, bah, tu regardes Mercedes qui est premier côté constructeur, ils font 1 et 2 au pilote. Ferrari qui est deuxième au constructeur, les pilotes sont 3 et 4. Le troisième au constructeur McLaren, bah, les pilotes sont 5 et 6. Et le quatrième au classement Red Bull, les pilotes sont 7 et 8. Donc finalement, cette hiérarchie, tu la retrouves quasiment tous les week-ends en qualif, parce que on a notre petite ligue sur B-Race, il y a quasiment aucun suspense. S'il n'y a pas de crash ou quoi que ce soit, ou de problème mécanique, les 8 pilotes des 4 premières écuries restent obligatoirement la Q3. Il reste une surprise à chaque fois. Enfin, il reste derrière, à savoir, est-ce que c'est Alpine, est-ce que c'est Racing Bull qui rentreront. Alors, de temps en temps, on a un petit Bierman qui vient essayer de rentrer. Dernièrement, il me semble qu'il y a un petit Carlos Sainz qui était rentré. De temps en temps, un petit Ocon. Tu peux avoir un petit Hülkenberg, un petit Bortoletto qui frappe à la porte. Mais c'est très rare. Voilà. Et en général, Gasly, sauf sur les 2 dernières qualifs où il n'est pas rentré, mais sinon, il était rentré en Q3 quasiment tout le temps sur le début de saison. Donc finalement, tu as quand même une hiérarchie qui se dégage au niveau des voitures. On espère que ça va continuer et que ça va continuer à se bastonner et à être assez proche. Mais dans les faits, pour moi, Mercedes a encore une avance et que, entre guillemets, à la régulière, s'il n'y a pas de problème technique, ils sont encore devant. Takuma? J'aimerais mettre juste une petite nuance. Là où il y aura des circuits vraiment très rapides, oui, Mercedes est devant parce que c'est plus sur la batterie et leur utilisation qui sont devant. Là, ils ont vraiment un avantage, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose. Par contre, sur les circuits un peu plus sinueux, je pense que la Ferrari est devant parce que le châssis est tellement bien optimisé autour du moteur que il y a des choses que tu perds pas, enfin que tu perds moins par rapport à d'autres. Des entrées à la corde, des placements, la Ferrari, ça se voit qu'elle est bien née, qu'elle est rapide dès que ça tourne, on va dire. Ils peuvent être agressifs sur les t'as vraiment sur les entrées de virage, même sur les vibreurs, t'as vraiment l'impression que cette Ferrari, elle peut attaquer les vibreurs, alors que tu prends la Red Bull et aussi a priori la Mercedes, c'est un peu plus fragile. Et tu vois, un peu plus dur. Oui, mais pour revenir sur l'Autriche rapidement, l'Autriche, c'est un circuit qui est ultra rapide, hein, c'est un des plus rapides de la saison. On a retrouvé les 2 Mercedes qui étaient 1 et 3, parce que tu as Verstappen qui était en 2, et je pense que ça montre aussi que le moteur Ford, il lui faut une circonstance, on va dire, de circuit très rapide, et que derrière la Red Bull, c'est un peu plus compliqué, mais sur ce circuit du Red Bull Ring, ça marchait très très bien.
Là, on a vu que sur un circuit qui est beaucoup plus demandant et qui use beaucoup plus, on va dire, les pièces, les pneus, etc., la Red Bull tient pas. Parce que même en Autriche, elle est arrivée en qualif, là, c'est arrivé en course que l'arrière décroche. Donc, c'est quand même assez dangereux. Et là où la Ferrari, elle était pas là en Autriche, puisqu'en Autriche, c'est Hamilton qui fait 5e et Leclerc qui fait 8e. Et Hamilton partait 10e, non, il partait 3e, donc il fait -2. Et Leclerc, il partait 2e, il fait -6 quand même. Hein. Ouais. Et ils ont eu aucun rythme, ils ont rien trouvé ils n'ont pas trouvé de comment faire fonctionner les pneus, comment tenir, comment avoir juste du rythme. Là, à Silverstone, bah voilà, ils partent 2 et 3, ils devraient faire 1 et 2, ils font 1 et 3. Ils profitent aussi du fait qu'Antonelli a à leur truc, mais je veux dire, Leclerc était clairement dans la course pour aller faire 1 voire 2 à la régulière. Et ça, quand on regarde sur la fin du championnat, il y a des circuits où je pense que, par exemple, en Hongrie, ça m'étonnerait pas de les voir très bien. Spa, comme il y a la grande ligne droite, et vu que maintenant c'est le grand jeu, on économise la batterie, push to pass, et donc la ligne droite, on va en avoir jusqu'à plus soif. Enfin, on n'a plus de dépassement DRS, mais on a des dépassements push to pass. Je sais pas si c'est vraiment meilleur, mais bref. Donc là, ça va user la batterie. Mais après, c'est quand même assez sinueux Spa. Je serais pas surpris que Ferrari s'en sorte quand même très bien, malgré la grande ligne droite où il y a des chances qu'ils attaquent la ligne droite à 300 et ils la terminent à 180, hein, parce que ça va faire... c'est terrible. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec Silverstone. À un moment, justement, quand les stats sont sortis d'Hamilton, où il n'avait pas freiné entre le 7e et le 13e virage. Il a juste eu besoin de décélérer ou de lever un petit peu le pied pour tout passer sans aucun freinage. Et pourtant, il y a quand même des virages qui, d'habitude, tu dois quand même appuyer un petit peu. Donc, c'est sûr que j'ai pas entendu trop grogner. Je m'attendais à beaucoup plus parce que, justement, sur le début de saison, avec notamment, le super clipping, ça râlait beaucoup. Je m'attendais à beaucoup plus de râlerie côté côté des gens. Ouais. Je crois qu'il y a que lui, mais bon, en fait, je sais pas si ça compte encore, malheureusement pour lui. D'ailleurs, il aimerait que sa voix porte un peu, mais vu les performances de l'Aston, c'est compliqué. C'est ça, c'est que les gens vont tout de suite dire qu'il est rageux parce que sa voiture elle avance pas, quoi. C'est ça. On avait noté. Sa voiture elle avance pas. Bon, ça. Oui. D'ailleurs. J'en profite parce que je sais pas si on parlera d'Aston à la fin, mais il y a eu une grande interview d'Adrian Newey qui est sortie justement où il parle de son arrivée à Aston, etc. Où il dit que quand il est arrivé en mars 2025, Aston ne travaillait pas sur la voiture de 2026, donc il a débarqué, il y avait rien qui avait avancé, il y avait rien qui était fait, donc ils sont partis déjà avec un retard considérable. Et il racontait qu'il y a des problèmes structurels qui datent de l'époque de Minardi. Pas Minardi, Aston, ils reprennent quoi? Je sais plus quelle écurie ils reprennent Aston, mais c'est une vieille écurie, je sais plus laquelle. Parce que Minardi, c'est Minardi, je crois. Enfin bref, d'une vieille écurie, puisque c'est Aston Martin, c'était Racing Bulls, qui était Racing Point, qui était Force India, qui était machin, je sais plus laquelle. C'était Jordan. Je crois que c'était Jordan dans l'histoire. Et il dit apparemment il y a des problèmes structurels qui datent de Jordan qui ont jamais été faits et Lawrence Stroll apparemment il met du budget, il met des usines, il met des gens, mais en fait après apparemment ça ne travaille pas bien parce qu'il y a rien qui est fait pour que ça travaille bien. Et c'est ce qu'a raconté Newey, c'est que en fait Aston, ok, il y a des super infrastructures, mais en fait ça sert à rien en fait. Pour le moment ça sert à rien parce qu'ils savent pas l'utiliser entre guillemets et les équipes c'est un bordel. Donc le pauvre il est tombé dans un bourbier. Alors il a évidemment ses parts de tort aussi sur la conception de la voiture, etc. Je vais pas commencer à dire qu'il est exempt de tout, mais ça montre que l'écurie Aston Martin vraiment faut vraiment se poser des questions sur Lawrence Stroll et sur ce qu'il fait parce que ok il met son pognon, ok il veut faire un gros truc, on peut pas douter de ça, mais après apparemment il n'est pas conscient qu'il y a d'autres choses à mettre en place quoi. C'est vrai que pour l'instant il peut laisser son fils en tant que pilote quoi, ou alors tu mets un pilote qui sait développer une voiture. Non mais en tout cas c'est pas tant développer une voiture, c'est que c'est vraiment le. Oui après ça si vraiment il y a des problèmes structurels.
Mais c'est quand même très surprenant. C'est quand même très surprenant que quelqu'un qui était la team principale et qui s'est fait dégager, et qui est encore chez Aston, tienne des propos comme ça. Parce que c'est quand même ce que assez... disais, parce que je suis tombé sur un réel je suis tombé sur un réel sur Insta qui parlait justement de ça. C'était un créateur de contenu anglophone qui disait, je suis assez, il était pareil, il était en mode, je suis très surpris de l'honnêteté de cette interview et de la façon dont Adrien Nouvet parle de ce qui se passe. Mais peut-être qu'il le fait aussi en se disant que si ça fait un peu de bruit et que ça sort un peu, ça va peut-être être aussi un rappel à Lawrence Stroll et aux équipes de changer des choses et de peut-être faire passer Aston Martin dans, on va dire, le monde moderne, entre guillemets. Je pense que c'est comme ça qu'il l'a envisagé. Tu parles d'honnêteté, c'est aussi une manière pour lui de dire que c'est pas lui le responsable du fait que ça ne marche pas du tout. C'est aussi quand même c'est de l'honnêteté à son. Mais il se dédouane un petit peu comme ça. Je pense qu'il fait ça aussi parce que il y a beaucoup de comment dire. Il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits à Adrian Newey sur la voiture et je pense, comme je dis, il en mérite il mérite d'avoir des reproches parce qu'il a travaillé dessus et c'est normal de pointer du doigt là où il y a des choses qui vont pas. Et je pense qu'il a aussi le besoin d'expliquer que, si jamais vous êtes des novices en Formule 1 et que vous écoutez ce podcast, déjà bienvenue, mais surtout, en fait, la saison prochaine est déjà en train d'être travaillée dans les écuries. Et je veux dire, ça ne se travaille pas 4 mois avant, ça se travaille limite au début de la saison actuelle, c'est déjà un travail de la saison d'après parce que il faut réadapter à ce qui va se passer, il faut prendre de l'avance pour pouvoir être prêt le jour J, etc., etc. Et qu'une écurie comme Aston qui veut avoir de l'ambition n'ait pas cette vision sur le long terme et n'ait pas cette espèce de planification d'une saison à l'autre, surtout que c'était une saison de 25 à 26 où il y avait un énorme changement de réglementation, donc tu dois t'y prendre vraiment en avance, là où quand tu es implanté dans une réglementation, on va dire que c'est plus des corrections plus qu'un gros travail. Il y a évidemment des choses à faire, il faut s'y prendre à l'avance, mais disons que ta base elle est déjà faite, sauf si tu dois repartir de zéro, enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais je veux dire qu'une écurie comme Aston, un an avant l'arrivée de la réglementation et pas travailler et pas lancer des tests en soufflerie et pas déjà des maquettes et pas c'est quand même assez inquiétant parce que tu peux pas arriver dans un tel changement de réglementation en l'ayant pas potassé, parce qu'en plus pour continuer d'expliquer aux gens, les changements de réglementation tombent pas genre 3 mois avant la nouvelle année. La nouvelle réglementation, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on sait qu'elle va arriver pour telle période, justement, pour laisser le temps aux écuries de travailler dessus, de l'étudier pour en tirer le meilleur produit à propos avec les règles qu'on leur propose. Donc moi je trouve ça effarant qu'une écurie qui se veut être ambitieuse comme Aston n'ait pas cette vision. Et je pense que c'est aussi pour ça que Newey en parle, c'est pour dire ok, j'ai peut-être merdé et oui, j'accepte. Enfin, vous savez pas dans quel bourbier je me suis lancé. Vous savez pas à quel point le retard il est beaucoup plus dans la partie émergée de l'iceberg que la partie dans la partie immergée que dans la partie visible. C'est un enfer. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est aussi montrer au public un peu que en fait cette écurie qui se veut derrière une patine brillante, super nouvelle usine machin, il faudrait peut-être changer quelque chose. Et je pense que c'est une volonté de mettre un coup de pied au derrière de Lawrence Stroll et les personnes qui sont autour pour dire bon, vous êtes gentil, moi je viens avec mes connaissances, mes trucs, je veux bien bosser pour vous, mais va peut-être falloir m'aider aussi et aider toutes les personnes qui sont à l'intérieur pour qu'elles soient le plus efficientes. Ah, on verra. Ce qu'a fait Ferrari au final, parce que quand Fred Vasseur, il lui a aussi fallu du temps pour virer toute la gangrène qu'il y avait dans cette équipe, cette équipe rouge, quoi. C'est-à-dire pour tout remettre à plat, remettre les bonnes personnes, virer les Italiens quand il faut les virer. Voilà. À un moment, c'est ça aussi. C'est que t'as des gens qui étaient là, ils étaient pas performants, mais ils sont maintenus parce qu'ils étaient Italiens, quoi. À un moment, faut appeler un chat un chat. Après, côté Alpine, ça nous a fait mal la fermeture de Viry, mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, d'une voiture qui trustait les dernières places. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, elle challenge la Q3 et elle challenge les points quasiment à toutes les courses. Piero Gasly, aujourd'hui, quand il finit pas dans les points, je dis, Piero, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
il y a quand même eu quelque chose, c'est-à-dire que peut-être la voiture est bien née, il y a un bon moteur Mercedes qui est bien implanté sur le châssis, donc tout de suite tu es plus performant. Alors après, est-ce que c'est l'aveugle qui est roi au royaume des aveugles justement? Le Born, Le Born, pardon. Le Born qui est roi au royaume des aveugles. Ils n'ont toujours pas recruté Helmut Marko côté Alpine, hein, donc je ne sais pas si... Un petit duo Briatore et Helmut Marko, c'est pas mal avec, mais après ça empêcherait quand même le retour de Christian Horner parce que ils s'entendent pas. Après Helmut, il est pas décédé, Helmut, non? Je vais pas dire encore. Non. Non. Ah, super. Il résiste encore et toujours à la canicule, lui. Excuse-nous. Non, mais pas sympa, en tout cas, oui. Lens. Ce genre de truc. Mais en plus, ça va être repris sur les réseaux sociaux, cette histoire. Tout le monde va dire, enfin bon. Et imagine, il casse sa pipe dans les jours qui viennent. Là, on dira que c'est encore une fois le barbecue. Et la dernière fois que t'as parlé de Maïté, c'est ça qui est arrivé. Donc là, on fait gaffe avec Helmut Marko. Non, mais c'est vrai que c'est Aston Martin d'autant plus. On peut même pas dire qu'ils aient poussé en 2025 la voiture jusqu'au bout parce qu'ils avaient quelque chose à jouer. Ils étaient déjà nuls. Donc finalement, ils ont arrêté le fait d'améliorer la voiture assez rapidement pour normalement se concentrer sur la saison suivante. Ce que beaucoup d'écuries ont fait, ce que Ferrari a fait et a priori a bien fait, parce que pour le coup, ils ont très bien travaillé, très bien pris la nouvelle réglementation. Mais ouais, il y en a d'autres. Après, on peut imaginer quand même que ce que raconte Adrian Newey, c'est aussi pour pas remobiliser les équipes, mais je pense qu'ils doivent cravacher énormément là à l'heure actuelle et ça paye pas. Il faut aussi leur donner un peu de l'espoir, leur dire on part d'un point bas et on va remonter. Et puis après une nouvelle usine, effectivement, faut que ça fonctionne. Hein. On verra les améliorations. Toutes les améliorations d'Aston sont censées venir au Grand Prix de Hongrie. Pour le moment, on sait que là les Grands Prix amènent rien, mais ils vont tout amener au Hungaroring. Donc là, ça permettra de voir si en effet, bon, il y a quand même une amélioration. S'ils améliorent pas la tanche qu'ils ont, c'est un problème par contre, hein, parce que là, ils sont quand même moins bons que Cadillac. Hein. Ouais, et dans l'amélioration, à part amener la voiture de James Bond, je vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre, hein, avec des mitrailleuses qui sortent des rétros pour taper les voitures de devant et passer slalomer entre les cadavres des voitures pour finir premier, parce que là. C'est quand tu regardes mais quand tu regardes les qualifs là aujourd'hui ils sont très loin. Faudrait reprendre vite fait là les qualifs ils sont 1:33, c'est-à-dire Fernando Alonso a bouclé son meilleur tour en 1:33. Lance Stroll c'est pas beaucoup mieux, hein, il fait 2 dixièmes de mieux grosso merdo. Et la pole s'est jouée en 1:28:111. 5 secondes. Non mais c'est même pas ça. Alors bien sûr, t'as eu l'amélioration, donc il faut comparer avec le Cadillac, temps de la Q1. Avec Cadillac, Lance, Cadillac ils partent d'une feuille blanche. Et Cadillac ils leur mettent entre seconde et demie. Enfin, Cadillac ils partent de rien. Cadillac, normalement, c'est eux qui doivent être derniers et on doit leur dire c'est cool, vous êtes à moins d'1 seconde, vous progressez, c'est bien. Là, ils sont devant Aston Martin, qui est une écurie qui est là depuis 6 ans, 7 ans. Oui. Enfin, pardon, hein. Et sur un début de saison où les 5 premiers Grands Prix, on a dit attention Aston, concurrent pour le titre. Non mais là c'est marrant qu'on fasse un focus Aston Martin. C'est vrai que c'est souvent, évidemment, on parle des écuries de tête, etc. Mais ça fait vraiment pas mal d'émissions qu'on n'en a pas parlé. Il faut quand même voir à l'époque quand Alonso était revenu, on s'était dit qu'est-ce qui se passe chez Aston, comment c'est possible, en plus il a l'air confiant. Ils avaient eu des sacrées performances quand même, et ça s'est délité. Ils avaient peut-être un acquis suffisamment solide et avec quelques petits, justement, un bon travail d'ingénieur, ils avaient dégoté quelques recettes qui ont porté leurs fruits. Et puis tout s'est délité. Ils n'avaient pas amené d'amélioration comparé aux autres, ou tout du moins les améliorations apportées n'ont pas apporté d'amélioration justement, et donc ils ont stagné, et alors que les autres ont continué à améliorer
et forcément dans le bon sens. Donc et depuis, ouais, t'as l'impression que ça avance pas. Enfin, peut-être que eux, ils ont des soucis avec les corrélations entre la soufflerie, avec le design, avec la CFD. Ils n'arrivent pas à retrouver sur les simus ce qui se passe dans la réalité. Et c'est là que c'est quand même pas mal d'avoir un mec comme Lewis Hamilton qui est capable de dire la simulation, je lui fais un gros doigt, écoutez-moi, et la voiture, je vais vous l'améliorer. Et le mec, il le fait. Ah ouais, Donc même si on n'est pas le plus grand fan même ceux qui ne sont pas les plus grands fans de Lewis Hamilton, enfin à un moment t'es obligé de t'incliner devant le bonhomme, quoi. C'est juste. Alors on n'avait pas trop parlé on est passé de Ferrari à Aston Martin. C'était peut-être justement pour montrer que voilà, il y avait les deux. C'est un grand écart. Un peu, ouais, grand écart, mais voilà. En tout cas, d'un côté, il y a des gens qui ont cravaché et qui ont réussi à trouver des solutions, alors que c'était difficile. Bon, après chez Ferrari, dès qu'on gagne pas, ça veut dire que ça va pas du tout. Ouais. Alors que bon, chez Aston. C'est pas du tout comme ça. En tout cas, parlons de Mercedes. Mercedes, on avait Antonelli justement. Bon, on a dit qu'il y avait des problèmes de fiabilité. On a noté quand même pas mal sur ce début de saison que George Russell c'était pas ouf. Il était un peu dans le dur. En tout cas, son coéquipier, tout jeune coéquipier, lui faisait beaucoup d'ombre. Là, cette fois-ci, abandon ou quasi, je crois qu'il finit 16e, Antonelli, ou un truc comme ça. Pas du tout dans les points. Il avait insisté ou il a indiqué que lui, il voulait continuer alors qu'il. Bah, c'est sa pénalité pour track limit, qui lui fait très mal. Sous safety car, ça lui fait perdre, tous les points. Ouais. Et Russell, quand même, finit en deuxième position. Alors, il se fait tancer directement par Toto Wolff à la fin du Grand Prix parce que il se plaignait justement des lignes droites. Et Toto lui dit, bah non, mais t'arrêtes ton histoire, il n'y a pas du tout de problème. Comment vous voyez cette lutte un peu intestine? On a parlé des performances, on a dit que leur problème en numéro 1 actuellement, c'était la fiabilité. Ils ont deux bons pilotes il y avait quelques duels où ils se fritaient un petit peu, mais on va dire que la tension est un peu rentrée dans l'ordre. En tout cas, ils n'ont pas été confrontés à ce genre de questions sur les derniers Grands Prix. Comment vous voyez ça? Moi, Russell, on sait qu'il n'avait pas forcément obtenu son histoire de contrat sur 2 ans. Il a pas l'air, il c'est un peu le mal aimé quand même. En même temps, est-ce qu'il fait tout pour être aimé? Je vous laisse en parler. Surtout vu les rumeurs qu'il y a sur le marché des transferts en Formule 1, j'ai l'impression que pour George Russell, il y a une chance qu'ils doivent. Alors, je sais pas s'ils le dégageront vraiment, mais j'ai bien l'impression qu'il va pas être prolongé au-delà de son contrat actuel. Et qu'il y a des chances qu'il se retrouve un peu le cocu de l'histoire entre guillemets, parce que il y avait des possibilités que lui soit dégagé, que Merco aille signer potentiellement Verstappen et que Piastri aille chez Red Bull et que du coup ça libère une place chez McLaren et que ce soit Russell qui y aille. Là, les dernières rumeurs font état d'un Piastri-Verstappen, un échange entre guillemets, c'est-à-dire Verstappen lui quitterait Red Bull parce qu'il en a marre. McLaren, apparemment, il commence déjà à y avoir des trucs assez sérieux. Et que du coup, Piastri, lui, qui est il y en a un peu marre d'être pris pour un lapin de 3 semaines chez McLaren. Je pense qu'il a envie de trouver autre chose. Et je pense que chez Red Bull, il aura un environnement où on va lui faire confiance. Donc, du coup, mon Russell, qui est pas en odeur de sainteté à Merco, ça va être compliqué, surtout qu'on a bien l'impression que c'est Antonelli le chouchou et que tout va bien, je veux dire, en piste. Si on prend que en piste, Antonelli met une vitesse à Russell, vraiment. C'est indéniable. Ouais, George je suis un peu inquiet pour lui, parce que ça pourrait un peu finir en eau de boudin son histoire avec Mercedes, alors que c'était l'enfant prodigue quand il était chez Williams, on l'attendait, il était demandé, et c'est marrant parce que alors qu'il était très jeune, Merco avait pas voulu le faire monter de Williams chez Mercedes trop tôt en disant on va attendre Bottas machin. Quand tu vois qu'Antonelli est venu très très tôt et qu'on se demandait si c'était pas trop tôt et qu'au final Antonelli est finalement largement au niveau, qu'est-ce qui se serait passé si par exemple Russell était venu plus tôt chez Merco? Est-ce qu'il aurait déjà eu un titre? On sait pas, ça après c'est la réécriture, ça c'est pour tous les amateurs d'utopie qui sont parmi nous. Ou de dystopie. De dystopie. Mais ouais, Russell, il fait P2, c'est une chance, Il devrait faire P3, et il fait P3, c'est de la chance, parce qu'il est pas dans le rythme, il est vraiment pas dans la course. Et quand on voit la qualité de la Mercedes, c'est dommage.
C'est dommage pour lui. Il se fait sur les qualifs, il se fait taper par Antonelli là sur le week-end, que ça soit la qualif sprint ou la qualif, il est pas là. Enfin, il est pas là. Il y a un petit écart. D'ailleurs. Lens, t'as quelque chose à ajouter sur ça ou comment? Bah après, je pense que Russell il sent que ça pue un petit peu parce que tu vois lui se permet de dire je trouve que la voiture en ligne droite c'est pas terrible, et t'as Toto qui tout de suite le reprend en disant non, la voiture elle va très bien en ligne droite, alors que Kimi Antonelli qui a son problème, Toto lâche un bon car il shit. Alors faut savoir, c'est soit la voiture est une merde pour les deux pilotes, soit non, la voiture va très bien, y compris en ligne droite. Donc déjà, tu vois qu'il y a une différence de traitement entre les deux. Et après, il y a quand même entre les deux pilotes, il y en a un qui montre du caractère. Et bizarrement, c'est celui qui a 19 ans. Il y en a un qui a le caractère d'un mec qui sera champion du monde, comme les Piastri. C'est-à-dire que tu leur donnes une bonne voiture, c'est des mecs qui sont champions du monde. Je pense qu'il n'y a pas trop. Alors bien sûr, il y en a qu'un tous les ans, et il y a souvent en général sur ces dernières années de Formule 1, tu avais vraiment une voiture qui dominait, et que techniquement, quand tu as un bon pilote dans la voiture qui domine, je le rappelle, c'est celui qui est champion du monde. Donc si Piastri, Antonelli ils sont dans la meilleure voiture, ils gagneront. Ce qui fait qu'Antonelli garde quand même cet avantage pour être champion du monde en fin de saison. Après, quid, on l'a dit, de la Ferrari, si jamais elle se rapproche au niveau perfo, et notamment dans le maintien des voitures, parce que c'est vrai que pour gagner un Grand Prix, il faut que la voiture aille au bout. On enfonce quelques portes ouvertes, mais il faut quand même les rappeler. Les points, ils se marquent après le drapeau damier. Exactement. Ça, le truc, hein. Ça semble évident. Et même si tu passes la ligne d'arrivée avec une voiture avec des gyrophares, il faut quand même passer la ligne d'arrivée. C'est juste. Donc t'as quand même tout ça. Bon, après t'avais des gens qui disaient mais non, c'est pas juste pour Antonelli. Il a pris de la pénalité sur les tracks limites, mais il avait un problème mécanique. Et donc en fait là sur la fin de course, il s'est quand même battu. Il était à peu près dans le rythme de mecs qui étaient devant. Et s'il n'y avait pas eu la safety car, il y a moyen qu'il restait dans les points. Donc c'est les tracks limites, on a eu raison de lui mettre, parce que oui, la voiture, il essayait quand même d'être performant avec sa voiture, il ratait les virages et il faisait des tracks limites. Donc oui, c'est normal qu'on lui compte. Donc j'ai pas compris moi sur la réglementation à deux vitesses, c'est des trucs qui m'échappent un petit peu. Après, on va pas refaire le débat. On se rappelle quand même de ce Grand Prix de Monaco où c'est un peu le genre de, enfin voilà. On était dans une sorte d'utopie dystopique de l'application des pénalités, donc c'est vrai que c'est compliqué. Oui, mais là sur les pénalités à Monaco, c'est parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le capteur quand t'avais autant de monde. Là, pour faire des tracks limites à Monaco, si t'en fais, tu finis dans le rail, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là c'est t'as problème, ta voiture elle a un problème, donc tu prends moins vite les virages et tu restes sur la piste. Si tu essayes de prendre rapidement un virage avec une voiture abîmée, tu es aussi bon pilote que moi sur Gran Turismo, tu finis dans le bac à gravier tous les 3 virages. Hein. Donc tu peux essayer, mais tu peux avoir des soucis. Donc non, mais sur le reste, sur la Merco, oui, t'as clairement. Je pense que Russell il le sent. On va parler après sur Red Bull, où Verstappen chez Red Bull, ça pue. Pierre Vacher apparemment ne file plus, ou quasiment pas toutes les informations de la voiture à Lambiadze, qui est l'ingénieur de course de Verstappen, parce que Lambiadze s'en va bientôt et il n'a pas forcément envie qu'il parte dans sa nouvelle écurie avec toutes les infos. Qui s'appelle McLaren. Donc voilà. Donc à un moment, si on a bien que ça va saouler, c'est Verstappen. Et j'ai quand même l'impression que là, le divorce va être consommé, et que Verstappen ne sera plus un pilote Red Bull à la fin de saison. Alors après, où est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il sera chez Merco? Est-ce qu'il sera chez McLaren?
Où est-ce qu'il sera? Juste pour un petit rappel, il va où, Lambiase, déjà? C'est ce que j'allais dire. Il va chez McLaren. Mais après, moi, c'est bon. Là, on va passer tout de suite à McLaren et à Red Bull. Ça a l'air lié dans l'actualité presque de la silly season. Pour autant, en fait, il part d'une écurie Red Bull qui, au final, lui permet pas, en tout cas sur cette saison, d'être champion du monde. Il faut noter quand même qu'il se fait battre par son coéquipier en qualif. Et ça lui est rarement arrivé. Donc ça, c'est Isaac Hadjar. On avait dit, on va voir ce que ça dit. On disait déjà que c'était l'un des seuls dans ses coéquipiers qui était proche de Verstappen en qualification. Ça fait quand même il l'a battu quelques fois. Donc ça compte aussi. Je pense qu'il n'est pas habitué, Max Verstappen. Mais ce que je ne comprends pas il y avait ces rumeurs de transfert chez Mercedes, donc tout le monde a compris quand même que Toto Wolff, ça le faisait kiffer de signer Max Verstappen, au-delà des rivalités des saisons précédentes. Là, Max Verstappen, il partirait chez McLaren, là ils sont champions du monde en titre, constructeur pilote, et ils sont pas sur les podiums, pas beaucoup. C'est un peu étrange, non? Je sais qu'ils sont orange comme les Pays-Bas et comme le Gouda ou les fromages de ce type, mais il y a quand même aussi Zach Brown. T'en penses quoi de ça? Ouais, je pense qu'il a besoin de changement. Je pense qu'il va se retrouver déjà, il va se retrouver avec Lambiase en tant que team principal. Je sais plus s'il est team principal ou directeur. C'est encore, le poste est un peu flou, mais c'est Lambiase qui va un peu diriger, et un Verstappen qui est avec Lambiase, de toute façon, ça peut que bien marcher. Ça permettra à Lando Norris de revenir à un poste numéro 2, je pense, parce que si Verstappen débarque, je pense qu'il va y avoir des frictions entre Zach Brown, qui adore Lando Norris, et Lambiase, qui va évidemment être plus du côté de Verstappen, je pense. D'ailleurs, pour toi, Norris, il aurait des velléités de départ en voyant débarquer Verstappen, en disant c'est bon. Ils sont potes. Je me dis qu'ils peuvent. Ils peuvent peut-être tenir une saison. Après, ça peut être intéressant de voir si jamais, en effet, l'an prochain, c'est Norris Verstappen. Si Norris, comment il va gérer ça? Comment est-ce qu'il va pouvoir se montrer? Et si jamais il n'arrive pas à se montrer, on n'est pas à l'abri que fin 2027, on se retrouve avec Lando Norris chez Mercedes, et c'est Russell qui vient deuxième pilote, pilote à côté de Verstappen chez McLaren. C'est une opportunité qui existe. On peut tout imaginer. Non, mais du coup, c'est vrai que quand on regarde, si on prend juste les résultats, c'est vrai que Red Bull, McLaren, c'est kiff bourricot sur ce début de saison quand même. C'est pas non plus des voitures qui sont exceptionnelles, mais McLaren a montré sur les dernières années que développer un projet pour en faire une voiture qui gagne, ils l'ont fait sur la dernière réglementation. Et Red Bull, développer une voiture pour gagner, ils savent le faire aussi. Même s'ils ont perdu du monde, ils ont quand même toujours cet ADN. Et on l'a vu sur la dernière réglementation aussi, Verstappen, il passe à rien d'être champion du monde de son côté. Et là, malgré une caisse à savon, Verstappen, sa voiture... d'ailleurs, on a compris pourquoi l'arrière est parti comme ça sur la voiture. Ouais, ils ont dit que c'était pas une erreur. Ils ont dit que c'était un problème sur la voiture. Ouais, c'est ça. C'est de toute façon, tu vois, il perd complètement l'arrière. Il essaye de récupérer, mais la voiture est part. Donc, il est à la limite. Il est à la limite et plus. Et malheureusement, ce Red Bull, il y a des points qui font que si tu dépasses un peu la limite, il y a trop de problématiques. Et du coup, elle arrive pas à tenir. Parce qu'en Autriche, c'est pareil en qualif. Il rentre dans le virage en pleine vitesse, l'arrière part et il va se foutre dans le bac à gravier. Et derrière, George Russell profite des drapeaux jaunes pour accélérer et prendre la pole. On l'a vu. Donc oui, cette voiture, elle est pour le moment moyennement bien née. Parce que bon, ils font quand même, il fait deuxième en Autriche, Verstappen. C'est ça. Et là, il fait encore podium. Si la voiture ne part pas, il est sur le podium. Donc, c'est pas une charrette non plus. C'est sûr que c'est pas la Red Bull qui surdominait tout, évidemment. Mais je pense qu'il a peut-être aussi lui besoin de voir un autre environnement. Et on sait qu'en Formule 1, c'est usant d'être dans une écurie, dans un même endroit, surtout que le Red Bull de maintenant n'est plus le Red Bull dans lequel Max Verstappen a évolué au début. Donc il y a, je pense, aussi des choses qui lui, voilà, il est peut-être plus trop en phase, il a peut-être besoin de voir d'autres têtes. Je veux dire, c'est rare un pilote qui fait toute sa carrière dans une seule et unique écurie. C'est donc... Même Lewis Hamilton a changé. Hamilton, oui, il en est à sa troisième. Donc, c'est ça.
Il y a Donc, Lionel oui, non, Messi, mais c'est vrai que c'est un peu ça avec. Non. Messi, il a fait 3 clubs. C'est ça. Barcelone, Oui, Paris. pardon, Inter. excusez-moi, c'est de la provocation. J'avais oublié le Paris Saint-Germain et puis l'Inter Miami, mais bon. Enfin bon, excusez-moi, oui, c'est non, une mais digression un petit Francesco peu trop ambitieuse. Francesco Totti, si tu veux. Voilà. Mais c'est rare. Mais en F1, il y a tellement de personnes qui rentrent en compte pour que tout fonctionne que t'as beau avoir une partie de ton entourage qui bouge pas, les personnes dans l'écurie, il y a forcément des mouvements parce que c'est humain. Même si t'es dans un endroit, t'as peut-être envie de voir autre chose, t'es peut-être débauché par d'autres écuries. Je veux dire, des techniciens de Red Bull qui sont partis chez Mercedes, des gens de McLaren qui sont partis chez Ferrari. Enfin, il y a plein de changements parce que les meilleurs veulent les meilleurs, donc t'essayes d'avoir les meilleurs qui sont pas forcément chez toi parfois, ou d'autres qui s'en vont parce qu'ils sont fatigués, retraite, tout ça, machin. Donc, je pense que Verstappen, ça passe aussi peut-être moins bien avec Arnaud de sa mère. Alors, je dis pas qu'il y a bisbille, mais c'est parce qu'il a pas beaucoup d'humour, Verstappen, je pense aussi. Il y a peut-être aussi cette problématique. Mais du coup, oui, je pense aussi. Alors ça, c'est une théorie personnelle, mais peut-être qu'il apprécie moins aussi de pas être au centre de la stratégie Red Bull. Parce que Red Bull, on le voit, tu l'as évoqué, Adjar, il fait un très bon début de saison. Il se fait pas du tout marcher autant que les autres ont pu se faire manger auparavant. Il est en dessous de Verstappen, mais ça, il y a aucune honte à être en dessous de Verstappen. Pour autant, il est pas largué, il fait des très bonnes courses. Et quand tu regardes son début de saison, Isaac Adjar, là, sur les 5 dernières courses, il fait 5e, 4e, 6e, 6e, 5e. Il est hyper régulier. Il est toujours là. Il fait pas d'erreur. Il s'est adapté à cette Red Bull. Il a de l'ambition et il montre qu'il a raison d'avoir de l'ambition et qu'il peut avoir de l'ambition. Et peut-être que mon Max, en plus du fait que la voiture est pas la meilleure, etc., peut-être qu'il se dit, ils sont peut-être en train de regarder le futur. Je suis peut-être que je fasse de la place. Ça sera peut-être mieux, donc. Mais dans une nouvelle écurie, vous voyez ces écuries-là, Mercedes encore moins, mais McLaren se plier aux desiderata de Max comme Red Bull a pu le faire pour quitte à délaisser le second pilote. Ils l'ont déjà fait l'an passé. Hein. Oui. Ils l'ont déjà fait l'an passé, McLaren. C'est peut-être pas juste circonstanciel. Pas autant, pas autant. C'est même, oui, tu pourrais me dire, oui. Et, par contre, tu as typiquement Mercedes, s'il y va, côtoyer avec Kimi Antonelli, où on a dit que c'était le chouchou de Mercedes. Comment ça se passe? Ça peut être compliqué. Mercedes a été quand même beaucoup plus habile dans sa gestion des pilotes quand même. Ils ont quand même toujours su bien gérer des pilotes. C'est ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des frictions, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y avait quand même toujours une gestion assez forte et assez claire. Maintenant, après, on verra s'il y a Antonelli. Antonelli, champion du monde, qui va débarquer Max Verstappen. Il ira pas chez Mercedes. Je pense pas, non. Non, il ira. Alors c'est pour ça, c'est vrai qu'avec l'Ambiadze, tout porte à croire que ça sera plutôt en orange l'année prochaine, quoi. Max. Vous voulez qu'on Super Max. C'est les pronos, ça y est, vous voulez vraiment faire? Vous tous les deux, vous êtes persuadés qu'il va partir chez McLaren? Mais non, mais après, il y a beaucoup de rumeurs très fortes qui parlent justement de ce départ chez McLaren. C'est pas genre juste un souhait de quelqu'un ou quoi. Il y a pas mal d'insiders qui sortent, qui entendent vraiment des gros bruits autour de ça. Donc, moi, j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que c'est en train de regarder, de négocier, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que machin, vous rachetez le contrat et tout, parce que voilà. Et pour faire passer la pilule, Max serait prêt à baisser son salaire, par exemple. Ouais, ça va, on va pas pleurer. Hein. Ça s'emballe. On est d'accord. Ça s'emballe. On est d'accord, mais c'est quand ces mecs-là, c'est pas à toi, Loïc, Takuma, que je vais. Si on parle basket, t'as des mecs qui sont. Ils continuent à prendre des grosses quichetas alors que pour aider leur équipe,
ils pourraient baisser leur salaire, ils le font pas. Donc ouais, mais je sais pas. Mais donc vous avez pas envie de parier votre livret A ou votre maison sur sur mon livret A, il y a 3,27 €, je crois. Donc je peux parier mon livret A sans aucun problème. Ton livret A, ok, bah, très bien. All in. Très bien, all in sur le livret A. Eh ben, dis donc. Ok. Moi, je suis un peu sceptique sur tout ça. Moi, je vois plus qu'il prendrait sa retraite, qu'il arrêterait la F1 à la limite. Aller faire un mumuse sur de l'endurance et dans l'e-sport. Ouais. Zum Beispiel. E-sport, je sais pas, mais ouais, sur l'endurance ou faire une pause, je sais pas. Donnez-moi une saison de Verstappen en WEC ou en. Parce en vérité. S'il y a bien un pilote que je vois bien essayer peut-être de faire la triple couronne, c'est bien lui. Parce que Le Mans, il va le faire un jour, c'est une certitude. Oui. C'est pas est-ce que c'est quand est-ce qu'il va le faire, parce que Le Mans, je pense que c'est juste les 500 miles. Je sais pas si lui, ça va vraiment le botter d'aller le faire. Mais si il a gagné Le Mans et qu'il s'emmerde et qu'il se dit il va y tenter d'aller faire les 500 miles. Et s'il signe de manière complètement hasardeuse. Imaginons, il signe chez McLaren. Ce serait quand même un hasard de dingue que du côté de l'IndyCar, dans les meilleures écuries, on retrouve McLaren. Ce serait vraiment, ce serait un enchaînement de circonstances qui serait quand même plutôt. Ça prend une certaine tournure effectivement cette dystopie ou cette utopie. Décidément, on est là dedans. On est dans le turfu. Nous sommes dans le turfu. C'est ça. C'est les conjectures. On va dire qu'on est plutôt on fait de la conjoncture géopolitique. Normalement. Et Max Verstappen aime le lait. Donc. Oui. Donc il pourra célébrer les 500 miles, bien sûr. Tout est lié. Les mecs qui vont c'est bon, c'est fait. C'est fait. C'est incroyable. C'est fait. Ça y est. Bon, allez, Verstappen aux 500 miles l'an prochain. Ok. Bon, on a parlé des top écuries. On a parlé d'Aston. Est-ce que on fait un petit mot sur on a parlé aussi déjà un petit peu d'Alpine. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses sur la situation? C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de l'Autriche. D'ajouter des choses sur peut-être la FIA, justement, la FIA. Voilà, un truc, la Formule 1, un truc de pointe. Et puis là, un problème avec la safety car. Est-ce qu'il faut en tirer encore une conjoncture incroyable et dire que les instances sont à côté de la plaque Après, c'est pas comme s'ils avaient merdé en Autriche avec la non-inuption du double drapeau jaune, je veux dire. Ce serait quand même un hasard de dingue qu'en 2 Grands Prix, il y ait 2 saucisses. Vraiment, ce serait pareil, une utopie. Est-ce que vous pensez que la FIA a appris de ses erreurs? C'est ça que je voulais vous dire. Parce que bon voilà, c'est vrai que quand on voit c'est un principe de base. C'est un principe de non mais quand on voit cette situation, que penser de on sait qu'il y a eu ce championnat, ce dernier tour de la saison avec Hamilton et Verstappen, avec cette question de la safety car, et puis là de nouveau on a ce genre de problématique. Est-ce que ça existe un sport où il y a une réglementation qui est suivie scrupuleusement et sérieusement, ou est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faudrait par exemple que Max Verstappen quitte le pilotage pour prendre en main ce sujet-là côté FIA avec un pont d'or de Ben Sulayem? On sait pas. Il y a peut-être que Trump a aussi passé un coup de téléphone à Silverstone dimanche après-midi. On n'en sait rien parce que c'est l'homme qui est capable d'infléchir les réglementations à sa volonté, tels les télékinésistes, et qui étaient capables de tordre des cuillères à distance. Donc pourquoi pas? Donc il est capable de tout, cet homme. J'avais parlé du prince Albert, moi, plutôt le prince Albert, mais bon. Ouais, mais après, je suis sûr que si tu vas sur certains forums, les gens sont persuadés que c'est Ferrari a passé un coup de téléphone pour être tranquille parce qu'ils savaient très bien que tel que c'était parti, ça sentait pas bon pour Charles. Donc bon, après que veux-tu tu peux pas refaire le complotisme. D'ailleurs, dans cette émission, nous n'avons jamais fait de complot. Donc non, mais c'est comme le dit Takuma, c'est plutôt quand la FIA fait un Grand Prix sans aucune saucisse qu'on peut être étonné, quoi. Ok. C'est-à-dire que là, il les accumule. C'est quand même un sport qui pèse, un sport mondial qui génère quand même
pas mal de sous-sous. Il y a des fois, tu verses quand même dans l'amateurisme le plus complet. Moi, il y a des choses des fois que l'on voit autour des grands prix. Alors, certes, tous les commissaires, tous les gens, il y en a beaucoup qui sont dans le bénévolat. Donc, il y a des fois que ça vienne de ces personnes-là. Je peux pas trop l'en vouloir. C'est pas leur métier premier. Il peut y avoir des petites saucisses de temps en temps. Le gros souci, c'est quand ça vient de là où c'est soi-disant une erreur de logiciel qui a mal fonctionné. Donc, ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que de toute façon, ça allait finir sous safety car, mais c'est le logiciel qui a dit end. Que c'était normalement la safety car devait rentrer. Et que tout le monde s'est étonné qu'elle ne soit pas rentrée parce que pour eux ça allait plutôt les erreurs comme de logiciel ça arrive, hein. On a connu des missions spatiales où ils s'étaient plantés dans le logiciel, ils avaient mis les unités anglaises au lieu de faire les maîtres internationaux. C'est des choses qui arrivent quand même. Est-ce que je sais pas s'il faut être intransigeant ou pas avec eux, mais c'est vrai que on dirait que je vais répéter encore qu'ils sont pas trop appris de leurs erreurs. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce Grand Prix de Silverstone? On était quand même dans le cœur historique de la Formule 1, victoire de Charles Leclerc, qui avait jamais trop été performant, en tout cas pas trop, c'était pas son circuit favori. Est-ce que vous avez des choses à ajouter en plus? Oui, moi j'aimerais saluer. Rien dire du tout. J'aimerais saluer V-Carb parce qu'ils font 6e et 7e. Et qu'au Grand Prix en Autriche, ils font 9e et 10e et qu'ils font pas de bruit et qu'ils font une saison qui est quand même plutôt correcte. Pour une petite sœur de Red Bull, ils sont toujours là, ça fait depuis 5 Grands Prix. Alors Lindblad, le pauvre, a pas parti au Canada, mais sinon ça fait 5 Grands Prix qui sont tous dans les points. Lawson qu'on veut dégager à tue-tête, il est sur 7 Grands Prix sur 9 dans les points. Il fait son meilleur résultat là cette saison, en Grande-Bretagne où il fait 6e. Alors évidemment, il profite des abandons de X, Y, tout ça, évidemment. Mais je veux dire, elles sont là, les V-Carb, elles font du très bon boulot. Elles ont rattrapé les Alpines. Hein. Lindblad me surprend beaucoup. Tu vois, pour quelqu'un qui avait pas forcément performé en F2, tu dis à voir. Et franchement, c'est extrêmement solide ce qu'il fait pour une saison rookie. Et ils sont qu'à 1 point de Alpine. Et Alpine, on le rappelle, ils ont un podium qui rentre dans l'équation. Ça fait quand même 15 points. C'est quand même pas rien. Et bravo à Pierre Gasly pour ce podium, bravo à lui. Mais du coup, moi je veux saluer V-Carb parce que je pense pas qu'on les ait vus aussi bons dans le midfield. On savait très bien qu'elles joueraient pas le titre, mais ça travaille bien et je trouve que les gens sont très vite très durs avec Lawson, notamment du côté de Red Bull qui veulent dégager à droite à gauche. J'ai pas compris non plus. De la F1. Il était pas mal et puis ils ont annoncé qu'ils étudiaient il y avait des grosses rumeurs sur le successeur de Lawson, alors que déjà il était le meilleur, en tout cas il avait plus mis de points que son coéquipier Lindblad. Ça m'a un peu surpris, surtout que ça prenait bonne tournure au moment où ils ont fait ça. Peut-être que lui ça lui a donné un coup de pied au derrière en plus. Moi j'ai l'impression quand même qu'au final c'est peut-être Alpine qui là ils ont un petit creux. Alors qu'ils taquinaient les Red Bull à un moment, ils étaient pas loin c'était presque qu'ils s'en approchaient. Et là, l'écart s'est recreusé et on va dire que les Racing Bulls leur sont passés devant. Il me semble assez largement sur les derniers Grands Prix. Et ça semble peut-être un peu plus que circonstanciel. Ok. Un truc à ajouter? Ouais, il y a quand même Briatore qui balance qu'il comprend pas pourquoi Colapinto il est autant suivi en Argentine parce qu'il a jamais rien fait. Moi, ça me termine, hein, vraiment Briatore. Quel racleur de billets, hein. Vraiment. Alors lui, oh là là, c'est incroyable. Hein. Déjà le fait que ce type soit encore en Formule 1, c'est honteux. Mais en plus, l'autre, il se permet de jeter. Il a quand même pas de bracelet électronique. Hein. Non. Excusez-moi, je voulais quand même mais il pourrait en avoir un effectivement, mais il en a pas. Donc je sais pas, je vous laisse penser à tout ça. Mais c'est vrai que en fait, ça lui sert à quoi de tacler son pilote argentin, alors qu'en plus c'est quand même c'est quand même aussi le sponsoring qui fait qu'il est là, notamment. Mais en fait, il est plutôt pas mal cette année. Les pilotes alpines, ils sont plutôt cool. Alors il y a Colapinto il y a eu une histoire dans les stands
où ça lui a permis de doubler Gasly, mais bon, c'est plutôt sérieux. En tout cas, il dépareille pas trop de son coéquipier. On est 13e position pour Colapinto avec 18 points. Gasly 42, mais effectivement, bon, enfin voilà, il y a le podium. Comme dit Takuma, il l'a mérité, mais c'est vrai qu'il avait tendance à battre un peu son coéquipier, notamment en qualification sur les derniers Grands Prix. Donc je sais pas trop ce qu'il veut, ce Briatore. Moi, j'avais parié qu'il vendrait l'écurie dans pas longtemps. Voilà, je sais pas. Écoute, si on veut rajouter un peu de théorie du complot, je sais que vous aimez pas ça dans cette émission. Non. On n'est pas à l'abri que d'ici quelques mois, on apprenne que BYD rachète Alpine. Je parle de l'écurie. On a parlé. Il y a des grosses rumeurs de l'arrivée il y a la grosse rumeur de l'arrivée de BYD en Formule 1. Faire des moteurs thermiques, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais bon. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas voir Alpine se faire racheter par BYD qui récupérerait les usines, tout ça, machin et tout, pour justement arriver avec une base déjà existante. Et derrière, pouvoir s'implanter encore plus en Europe et devenir la marque numéro 1 sur l'électrique en montrant qu'ils sont capables de faire plein de choses, etc. Je sais pas quelle serait leur stratégie, mais comme la vente d'Alpine, c'est un peu ce vieux serpent de mer qu'on entretient nous aussi parce que ça nous fait marrer, je mets une pièce, voilà. Comme les sanctions. Il n'y a aucune... voilà. C'est comme les sanctions sur Manchester City. C'est pareil, les sanctions sur Manchester City, elles vont arriver avec BYD en Formule 1. Et d'ailleurs, c'est quand on commence à voir les patrons de Renault errer sur les grilles de Formule 1, généralement ça sent pas bon. Moi j'avais noté quand même étrangement. C'est comme le président qui soutient son entraîneur au football, quoi. Ouais, généralement c'est pas bon pour l'entraîneur. Il y a un historique quand même de Méo, il était là tout le temps. Tout le temps il était là alors que c'était la catastrophe et qu'en plus il avait annoncé la fin du moteur la fin du moteur français, donc au final pour moi ça change pas trop. Après c'est vrai que c'est surprenant de voir le patron du groupe Renault être présent et parler qu'il y a encore une stratégie. On sait pas trop, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'en fait ils veulent vendre et que ça n'aboutit pas. Après forcément ça se fait pas en 2 jours, mais je sais pas. Voilà. Moi je suis assez content quand même qu'on ait arrêté de parler tous les week-ends de circonvolution et de rebondissement à tous les niveaux chez Alpine. On s'était rendu compte qu'il y avait rien qui allait nulle part, que ce soit la communication, les contrats de travail, les RH, il y avait rien qui tenait droit, sans parler même de la voiture et des performances. À côté de ça, je suis sûr que la cantine était même en dessous de la cantine anglaise. C'était inadmissible. On n'a aucune info sur le sujet, mais bon, moi j'ai trouvé le nouveau slogan Barbecue F1, c'est on vous cache rien, on vous dit tout. Voilà, c'est ça. Ici, ça pour dire on dit. Ça pour dire on dit. Les vérités qui dérangent. Voilà. Et on fait bouger le Landerneau de la Formule 1. Bon. Ok, écoutez les gars, prochain Grand Prix c'est Spa dans 2 semaines. Est-ce qu'on a des trucs à dire sur Spa? On parlait du caractère spécifique de certains circuits qui faisaient les performances ou pas. On a dit que Mercedes était devant, mais qu'ils ont des sujets de fiabilité. On a dit que Ferrari, pourquoi pas, Spa, ça pouvait être bon. Est-ce qu'on tente un petit pronostic pour Spa? Oui, moi je vais mettre Hamilton, Leclerc, Russell. Ok. Et Antonelli qui a un problème encore. Ah oui. Parce que Russell lui a saboté les copes de frein de sa voiture. En fait, c'est lui. On l'a tout vu. Tu serais pas pro-ferrariste maintenant, Takuma, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Là. C'est-à-dire que j'aimerais bien continuer à être pro-Williams, mais... Pas facile. C'est dur. Hein. Mais c'est vrai que c'est comme quoi. Par contre, est-ce qu'il y a un truc qui se passe avec Albon? Parce que autant Sainz réussit à peu près à tirer son épingle du jeu, à exister dans le midfield, Albon... au niveau comptable, ça se voit pas particulièrement. Qui tient en otage sa famille pour qu'il conduise mal, parce qu'il se bat quand même avec les Cadillac et les Aston Martin, quoi. C'est-à-dire que quasiment aujourd'hui, mettre Albon qui ne sort pas de Q1, c'est un pari safe.
Je sais pas si la cote elle est à 1,2 ou 1,02, mais c'est pas loin quand même. Hein. Ouais. Bah, écoute, donc ouais, regarde, je sais pas du tout. Bah, je suis pas sûr quand même parce que tu vois sur les dernières qualifs, ils font 15 et 16. Alors il y a pas mal d'écarts. Hein. Il y a 7 dixièmes, mais bon au final à la fin les écarts s'élargissent. Mais ça c'était la qualif. Bon, après c'est sûr. Après c'est vrai qu'en nombre de points, oui, il a 5 points. Carlos en a 6, donc il y a pas la ligne droite de Longchamp. Pour le sprint, qualif sprint c'était pareil. Qualif sprint c'était pareil. Donc je sais pas. Peut-être que après peut-être qu'ils tentent des choses, etc. Il y a des pièces qui donnent à l'un et à l'autre. De toute façon là ils doivent être en recherche de performance ou je sais pas où ils en sont, mais il y avait ce sujet du poids sur les Williams qu'ils essayaient de traiter, tout comme c'est aussi la même chose chez Aston. C'est pas simple. C'est vrai que il y avait eu pas mal d'espoir sur la saison précédente où ils avaient changé pas mal de trucs et puis ils avaient signé Sainz, il y avait tout ça et puis là ça fait un peu pchit. Mais bon, voilà, changement de réglementation, comme quoi c'est là il y a une créativité chez les ingénieurs ou une puissance dans les grandes écuries de leur ingénierie qui fait que les écarts peuvent être intenses assez rapidement. Ok, Lance, un petit prono pour Spa, voilà. Moi je fais Antonelli. Ouais, Antonelli, Hamilton et le petit Verstappen quand même. Je pense que la Red Bull ça peut performer aussi du côté de la Belgique. Spa il aime beaucoup aussi donc. Ouais. Et à mon avis, vu la météo, alors c'est très dur de prévoir comme ça à aussi loin à 15 jours, mais normalement, on ne devrait pas avoir un Grand Prix qui se termine où tu as 5 tours sous la pluie avec une safety car et tu mets la moitié des points. Hein, ouais. Normalement, il devrait faire assez beau du côté de la Belgique. Ouais, après s'il y a une averse en plein milieu du GP, moi je gueule pas. Hein. Oui. Un bon orage et puis il y a un éclair à 13 km du circuit et donc tu sais que attends, c'est quand? C'est le week-end du 18, c'est ça? C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, c'est ça? Ouais. Voilà, ils annoncent des orages le jeudi et le vendredi, hein, donc on n'est pas à l'abri. Hein. Écoute, on verra. On n'est pas à l'abri. Moi, je dis que c'est Antonelli, Russell et Antonelli, Russell, Leclerc. Voilà. Voilà. Mais bon, après, c'est vrai que j'aimerais bien. Je sais pas. C'est mon pronostic en tout cas. Il faut ta raison d'être. C'est ma raison d'être, peut-être pas quand même tant que ça, mais il faut garder la tête froide pour faire des bons pronostics. Après, on parie pas d'argent. Dédicace à Carlos Miser ou je sais pas comment il s'appelle, Richard Accourci sur Barbecue Basket. C'est lui, je me trompe pas. Ouais, bah ouais. Et Christian Califourchon aussi sur le barbecue rugby. Bah, c'est l'occasion aussi de faire un petit coucou aux émissions de Barbecue Sport Club. Il y a pas mal d'activités en ce moment. Il y a déjà le barbecue vélo avec le cyclisme et le Tour de France actuellement. Il s'en est passé de belles. Je vous recommande l'écoute des barbecue basket. Alors en ce moment je suis assez chargé, donc j'ai pas eu trop l'occasion de regarder les finales NBA, mais c'était vraiment chouette les émissions. Si jamais vous faites un petit replay de la fin de saison NBA, c'était vraiment cool. Et puis après, il y a le barbecue foot évidemment, fidèle au rendez-vous. Vous avez 3 heures devant vous. Ouais, j'écoute en x4. Les muets. J'écoute en x4 et c'est bon. Je plaisante. Et il y a les barbecues rugby aussi. Les barbecues rugby qui sont bien cool. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Bon, bah les gars, c'était un plaisir de faire cette émission. Alors on a un peu décalé effectivement barbecue F1, ça va, ça vient au gré de plein de choses. Un petit bisou quand même à Suzanne Lou, qui n'est pas là, mais on aurait bien aimé. Mais en tout cas, on l'embrasse bien fort. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. C'était un plaisir de faire cette émission. À dans 2 semaines, les gars. Ciao. Ciao. Allez. Ciao.
Leclerc, accélère.